Voilà, et donc ce matin, eh bien, nous accueillons Nicole Sanker du groupe Ahere et Aporinetia. Bonjour. Bonjour Ibrahim et Yarana à tous nos auditeurs. Alors, est-ce qu'on exagère si je dis que vous êtes un peu à l'image de votre groupe politique, plutôt discrète? On peut dire que nos interventions médiatiques sont assez rares parce qu'on est très peu sollicité aussi par les médias pour réagir sur certains dossiers. Les plateaux télévisés sont très rares. Donc, on va dire que oui, on a une communication très discrète, mais ce n'est pas de notre fait. Oui. Alors sinon, en parlant de communication, vous occupez le terrain toujours à travers des réunions dans les quartiers. Comment ça se passe? Oui, en fait, on avait fait un appel la dernière fois à la dernière conférence de presse. Donc, nous avons eu des Polynésiens, des Polynésiennes qui nous ont interpellés par Facebook. Et puis, surtout, lorsqu'on nous le demande dans les communes, il y a des personnes qui veulent s'engager et donc qui réunissent leur quartier, leurs amis, et nous allons débattre avec eux. Et demain, tout à l'heure, nous partons sur Bora Bora, où nous allons installer une équipe qui représentera le mouvement sur Bora Bora. Alors comment on arrive malgré tout à se faire entendre alors on n'occupe pas autant le terrain médiatique, c'est vrai, on n'est pas aussi populaire, mais comment on arrive à faire porter dans son discours sa voix? Alors, des interventions par Facebook, des interventions à l'Assemblée qui sont ensuite relayées, et c'est surtout des rencontres, beaucoup de proximité finalement, aussi bien autour d'un café qu'autour d'une table, et c'est du bouche à oreille. D'accord. Mais ça, c'est sur le très long terme, alors. Oui, cette année, nous n'avons pas d'élection et nous nous projetons pour 2022 et 2023. Donc, c'est pour ça que nous prenons le temps de nous réunir en petits comités pour bien expliquer le projet Ahere Aporinetia. Donc, ce qui veut dire concrètement, vous venez de l'évoquer, que vous serez candidate, par exemple, aux législatives de 2022? Alors, c'est une possibilité. Aujourd'hui, je vais entamer une tournée pour présenter mon bilan et je trouve que par rapport à ce que j'avais annoncé, 80% du bilan est accompli. Et ensuite, on verra avec les élus de Ahere Aporinetia si je suis la meilleure candidate pour la circonscription 2. Vous avez envie d'y aller? J'ai pas tout à fait fini les objectifs que je voulais atteindre. Donc, il me reste 1 an pour finaliser ce programme annoncé en 2017. Et je dis pas non. Alors, les territoriales de 2023, pareil, là aussi, votre groupe votre formation politique aura des candidats. Exactement, donc il nous faut trouver 57 candidats. Vous savez, quand vous discutez avec ces Polynésiens, ces Polynésiennes qui veulent s'engager, on sent bien que ensuite d'avoir son nom sur la liste, ça peut être un frein, parce que l'engagement politique, c'est de devenir aussi une personne publique qui tient ses engagements, et ça demande beaucoup plus de réflexion. Donc, il nous faut absolument trouver les 57 candidats pour la liste de 2023. D'accord, vous avez commencé ce travail? Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous parcourons les communes, puisque vous savez que cette liste doit être représentative de tous les archipels. Donc, il y a certains archipels tels que les Marquises, où nous n'avons pas de référent encore, où ça peut être compliqué. D'accord. Et pour le moment, par exemple, vous en êtes à combien? Au niveau des candidatures, oui. On va dire une dizaine qui veulent réellement s'engager sur la liste. Mais ça encore, c'est un choix qui se fera entre nous. Il n'y a pas une seule personne qui décide. Évidemment, toutes les candidatures sont étudiées. Et alors, le discours que vous portez, c'est lequel? Par exemple, si on vous demande de vous positionner ou vous différencier par rapport à la politique menée par le gouvernement d'Édouard Fritch? Déjà, on avait annoncé, nous voulons ce renouvellement de la classe politique par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Et nous n'avons pas peur des mots, puisque nous préconisons même une réforme statutaire en disant qu'à un moment donné, il faudra réduire ces dépenses publiques. C'est ce qui avait été fait en 2013 lorsque le Tahuera était arrivé au pouvoir, et on parle même de réduire le nombre d'élus, parce que si vous regardez aujourd'hui à l'Assemblée de Polynésie française, on est devenu un peu une chambre d'enregistrement. On est 57 élus, très peu prennent la parole, beaucoup d'absents aussi. Souvent, c'est
la minorité qui fait le quorum. Et n'ayant pas peur des mots, est-ce qu'on ne peut pas réduire ce nombre de 57? Ça, c'est une première partie. Ensuite, vous nous avez beaucoup entendu sur la réduction des dépenses publiques. Bon, nous sommes conscients que nous sommes entrés dans une période de crise sanitaire au départ, mais qui devient une crise économique et sans doute une crise sociale bientôt. Et ce travail de réduction des dépenses publiques, c'est aussi regarder les dépenses de l'administration, la qualité du travail rendu et essayer de les réduire au maximum pour pouvoir justement mettre plus de soutien à l'initiative privée, l'initiative associative, parce que demain, c'est eux qui créeront l'activité et c'est eux qui créeront les emplois. Il y a des signes qui laissent penser justement qu'on risque de déboucher, de se diriger vers une crise sociale, comme vous dites? Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai pu participer aux réunions avec les professionnels du tourisme. Ils l'ont exprimé devant le ministre. Aujourd'hui, beaucoup d'établissements sont au bout, n'ont plus de trésorerie, manque de visibilité. On parlait de fermeture de certains établissements, certains ont déjà fermé. Vous voyez, le problème de Sabina Technique, c'est quand même 85 familles polynésiennes qui vont perdre leur emploi. Vous avez aussi tous ces salariés qui ont encore du travail, mais qui ont une chute de leur activité, de leur salaire. Donc oui, ça peut être palpable. Est-ce que c'est pas le contre-coup de cette crise quand même tout à fait exceptionnelle? Oui, ça fait 1 an qu'on le dit. Aujourd'hui, il faut se poser, essayer déjà de réduire le fonctionnement de notre administration, de nos institutions, parce que plusieurs familles sont impactées directement par la crise. Et quand vous voyez au budget 2021, les orientations budgétaires du gouvernement ont été augmentation des dépenses publiques, réduction du FIP et une nouvelle taxation pour la population. Parce qu'au 1er juillet, il ne faut pas se cacher, 2 taxes vont impacter encore la population qui est impactée déjà par les conséquences de la crise sanitaire. En même temps, c'est vrai qu'on a beaucoup dépensé pour colmater les brèches de la crise. Oui, tout à fait. Il y a eu en mars 2020 un collectif budgétaire où le gouvernement actuel a appliqué une réduction des dépenses publiques en prélevant sur le fonctionnement des services administratifs pour pouvoir pallier les dépenses urgentes à la crise sanitaire. Mais ensuite, c'est reparti et aucun effort aujourd'hui n'est constaté pour le budget de 2021. Un chiffre collectif budgétaire de mars 2021, on vient encore créer des postes dans l'administration. On va nous expliquer que ce sont des postes urgents, mais à un moment donné, il faut prendre conscience que plus rien ne sera plus jamais comme avant. Le président le dit souvent, mais quand vous regardez l'actualité, tout est comme avant. Alors, si vous sortez votre petite calculette, il faudrait réduire de combien les effectifs, par exemple ? Je ne parle pas de réduction des effectifs. Si on reprend l'exemple de 2013, quand nous sommes arrivés, moi j'ai démarré la politique en 2013, tous les feux étaient au rouge. Nous avons commencé par réduire les budgets de fonctionnement des services et des établissements publics de 6%. Et nous avons programmé une baisse de la masse salariale de 10% sur 3 ans, avec proposition de plan de départ volontaire à la retraite. Il y a des mesures pour cela. Mais il faut à tout prix arrêter à un moment donné. Quel regard vous portez sinon sur, la gestion de cette crise sanitaire? Parce que c'est vrai que comparé à tout ce que l'on a bien pu voir ailleurs, que ce soit en Outre-mer ou même dans l'Hexagone, la gestion de cette crise, ici en Polynésie française, a plutôt été bien gérée. Bien géré, je vais dire qu'au niveau sanitaire, c'est vrai qu'à un moment donné, nous avons eu très peur quand il y a eu la 2e vague, mais par les mesures prises et puis par aussi la participation de la population, au respect des gestes barrières, cela a fait qu'on a pu s'en sortir de cette crise sanitaire. Mais par contre, je vous le dis, cette crise sanitaire, elle ne s'arrêtera pas demain, elle a un impact économique et
nous critiquons les orientations budgétaires et financières du gouvernement. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'un coup de pouce. Elles ont eu le coup de pouce de l'État à travers le Fonds de solidarité et les PGE, mais nous avons réclamé aussi au niveau de l'Assemblée qu'il y ait une réflexion sur l'exonération des impôts en 2020. C'est une charge qui aujourd'hui est lourde pour les entreprises. Certaines sont encore en train de se poser la question si elles vont rester ouvertes. Et donc là, on attend des messages forts d'accompagnement du gouvernement. Il y a eu les aides à l'emploi, mais là aussi, 90 000 francs pour des personnes qui avaient l'habitude de plus. Il y a des charges, il y a les études des enfants, il y a les prêts à la banque, il y a le loyer. Voilà, avec 90 000 francs, est-ce qu'on va tenir longtemps? En même temps, il faut trouver de l'argent, il n'y a plus d'argent. Nous voyons que le gouvernement se rapproche de l'État pour pouvoir faire des emprunts. Aujourd'hui, nous demandons aussi au gouvernement d'expliquer qu'avons-nous fait de cet emploi, du premier emprunt. Je sais qu'une partie est partie à la CPS, mais le reste... Il reste à peu près, j'avais pu interroger le ministre de l'économie, il reste à peu près 10 milliards. Qu'avons-nous fait? Est-ce que nous l'avons traduit en aide? Lesquels? Voilà, on a aussi besoin de cette transparence de l'utilisation des fonds publics. Alors, on va peut-être terminer par là. Votre avis sur la tournée qu'a effectuée, donc la visite qu'a effectuée le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, votre coéquipier, j'allais dire Nuihao Laurey, a reproché les propos du ministre des Outre-mer sur le nucléaire lorsqu'il a déclaré qu'il y a eu des incidences financières positives pour la Polynésie. Oui, tout à fait. Il y a eu des propos choquants, c'est vrai, et notamment celui-là, quand il a dit au niveau du livre toxique, on parle aussi de l'argent qui coulait à flot à cette époque-là. Donc, si on doit mettre tous les sujets sur la table, il faudra aussi évoquer de cette période où la Polynésie a bien profité des essais nucléaires. Moi, je trouve que c'est très maladroit, parce que le nucléaire, c'est quand même un sujet qui m'a marqué l'histoire de la Polynésie française. On est constamment en débat, on nous annonce encore des discussions, mais je pense qu'on fait un constat, on sait que les essais nucléaires n'ont pas été propres. Voilà. Aujourd'hui, la France s'engage dans un système d'indemnisation de la Polynésie française et entame un processus de réparation. Donc, il faut faire très attention aux mots que l'on utilise. Et notamment, il y a un rapport que nous avons rendu au Premier ministre en octobre 2018, un rapport qui a mobilisé plusieurs personnes. Des réponses sont à l'intérieur et pour la table ronde, il ne faut pas encore aller chercher à qui est la faute. Il y a des familles derrière, il faut passer à l'action. Il y a des dettes qui sont dues par l'État, il faut passer à l'action et voilà, c'est ce que nous attendons. Vous aimeriez participer à cette table ronde? Oui, tout à fait. En fait, j'ai été invitée à la réunion de mardi. Malheureusement, j'ai été invitée à 21h30 pour être présente à 8h et j'étais en séance à l'Assemblée. Donc, c'est un sujet que je connais particulièrement bien et j'aimerais bien, participer à cette table ronde, mais pas pour entendre encore toujours le même discours. J'attends réellement de l'action. Et vous auriez des propositions? Oui, par exemple. Ce rapport de la commission EROM préconise plusieurs dispositions concernant la recherche des maladies transgénérationnelles, l'extension des maladies, la comparaison entre l'indemnisation américaine et française. Voilà, tous les sujets sont évoqués, à part peut-être l'impact environnemental, où là, il y a un vrai sujet aussi. Merci beaucoup, Nicole Sanker, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci, Brian.